Salam alaikum, Azul, bonsoir. La presse espagnole parle de 418 harragas algériens en moins de 24 heures qui ont accosté en Espagne. Et une avocate espagnole, Elena Maleno Gardón, spécialiste en migration et en traite d'êtres humains, militante pour les droits de l'homme, affirme qu'elle dispose d'informations très crédibles qui font état de plus de 1000 harragas en l'espace de 24 heures. Les médias algériens féodés au régime n'ont pas ou presque pas évoqué ce sujet, ou bien alors ils ont imputé cette catastrophe à la main de l'ennemi intérieur, qui aurait voulu ainsi attenter à l'image de l'Algérie. Dans la réalité des choses, et précision de taille, les 418 harragas dont parle la presse espagnole sont ceux qui ont été interceptés, contrôlés et décomptés. Ce chiffre ne tient pas compte de tous ceux, et ils doivent être aussi nombreux, sinon plus, que ceux qui ne se sont pas fait prendre. Le chiffre est donc bien plus important que celui de 418. On est d'accord? Ok. Alors, on est d'accord aussi que cette vague de harga a eu lieu en une seule fois, en beaucoup moins que 24 heures, en une seule fois. Une nuit et quelques heures. Côté algérien, tout s'est passé en l'espace d'une nuit. Et des questions se posent désormais, tout naturellement, et sans qu'il faille faire de procès d'intention à quiconque. Juste des questions. Comment des centaines, voire un millier de harragas ont-ils pu passer les mailles du filet en si peu de temps sans être interceptés? C'est un peu comme si cette armada de petites et moyennes barques, les fameux botes, était invisible. Et comme si elle n'avait mis qu'une minute pour sortir des eaux territoriales algériennes dont la largeur est d'au moins 22 km. Alors, où étaient ces nombreuses vedettes des gardes-côtes, dont on nous dit qu'elles sont très performantes, dotées d'équipements sophistiqués de détection, et qu'elles sillonnent sans interruption les côtes algériennes? Comment ces gardes-côtes n'ont-ils pas pu intercepter une seule de ces dizaines d'embarcations? Pas une seule. C'est comme si les gardes-côtes avaient reçu l'ordre de ne pas sortir en mer exactement à ce moment-là, au moment où les harragas partaient. Et c'est comme si l'info avait circulé au sein des passeurs et des harragas que la route allait être libre de telle heure à telle heure et qu'il fallait vite en profiter. Ce qui a provoqué cet afflux incroyable de harragas en un seul moment. Autant de harragas dont la plupart sont passés par des passeurs chevronnés, ne pouvaient pas se lancer ainsi dans une telle harga, une harga blitzkrieg, juste comme ça, par hasard, tous en même temps. La théorie de la météo qui était favorable ce jour-là ne tient pas la route. Il n'y a pas que ce jour-là que la météo était bonne depuis des mois. Il y a eu des dizaines et des centaines d'occasions où la météo était bonne. La seule explication plausible, celle qui vient à l'esprit tout naturellement, est que quelqu'un, de quelque part au sein du régime même, a demandé aux gardes-côtes de ne pas sortir à ce moment précis. Et le même a fait en sorte que l'information soit répandue parmi les candidats à la harga que c'était le moment ou jamais
de profiter de l'aubaine. L'autre question est de savoir qui serait, au conditionnel bien sûr, derrière cette opération. Le régime, pour faire un chantage à la Kadhafi, à l'Europe, pour faire planer une menace de tsunami migratoire ou quelque chose dans le genre? Ou alors serait-ce un clan du régime qui voudrait déstabiliser le clan dominant en donnant de lui l'image d'un pouvoir finissant qui ne maîtrise plus rien et qui fait eau de toutes parts? Nous allons poser ces questions à nos invités. اسمع يا منصر صالي برض كنقول لك انا حاب نكيتي ماشي ما عندها ظلمتني البلاد كل واحد واش صرالو انا سباب العباد رضا صاحبي الله يطلق صراحه وكنت وحشتك بزاف Studio Salih Prod. Harraga Anguille sous roche, c'est le titre de notre émission d'aujourd'hui et pour en parler, j'aurai le plaisir de recevoir Yahya Mkhioba, militant du mouvement Rachad depuis Paris, Idirou Nour, un analyste politique depuis Paris, Brahim Younsi, cadre MDA de 82 à 88 depuis Paris. Alors, Brahim Younsi, merci d'avoir accepté notre invitation. Brahim Younsi? Ah, Brahim Younsi ne nous entend pas. Oui, là je vous entends. Ah, très bien. Vous ne vous entendez pas. Très bien. Brahim Younsi, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'inviter de nouveau et je salue mon ami Idirou Nouran. Et je n'ai pas entendu le nom du troisième invité, mais j'ai entendu qu'il appartenait à l'organisation Rachad. Yahya Mkhioba, le troisième. Brahim Younsi, vous m'entendez? Alors je salue Yahya Mkhioba. Voilà, très bien. Alors, Brahim Younsi, mais j'ai un problème. Alors, nous allons revenir vers vous dans un petit instant. On va laisser la régie s'occuper de ce problème. J'espère qu'ils vont pouvoir le régler. Sinon, on vous appellera au téléphone fixe. On va voir. Yahya Mkhioba, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, c'est Jamal. Bonsoir à vous. Bonsoir à vos téléspectateurs. Bonsoir à Idir et à Brahim Younsi. Merci à vous de m'avoir invité. Merci. Alors, Yahya, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que cela vous a inspiré? Bon, déjà en soi, l'information a fait le buzz, hein, y compris en Espagne, repris un peu partout dans le monde. Les gens ne s'attendaient pas. Beaucoup de gens pensaient qu'en Algérie, on n'en était pas à ce point-là de désespoir. Mais au-delà de la surprise, de l'insolite de toute cette question, maintenant les questions commencent à se poser. Comment autant de Harraga ont-ils pu quitter leur pays en une seule fois sans se faire prendre? Pas une seule barque ne s'est faite prendre. Et bon, les gens commencent à spéculer, à émettre des thèses et d'autres. Et la vôtre, Yahya Mkhioba, à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? Bonsoir, c'est Jamal. Bonsoir. Je pense que ce qui s'est passé il y a 2 jours, c'était quelque chose qui était attendu sur le plan économique et social. Il y a une grave crise économique et qui se traduit ensuite par une crise financière, par une crise de liquidité au niveau des bureaux de poste et certaines agences de banque qui ont plafonné les retraits à leurs clients particuliers et même professionnels. Donc, le régime algérien, si on peut dire l'État algérien, mais moi je préfère dire le régime, est confronté à une double crise économique et financière. Il y a une vraie crise de liquidité en dinars qui s'installe petit à petit et qui s'installe déjà au niveau de la Banque d'Algérie, avant d'arriver au bureau de banque ou même au bureau de poste qui sont eux-mêmes alimentés par les succursales de la Banque d'Algérie de chaque village. Donc il y a une grave crise financière due au manque de liquidité, de rentrées en dinars qui sont principalement de la fiscalité pétrolière, de la TVA et les taxes sur les entreprises, ainsi que les dépôts des
particuliers et surtout des commerçants qui faisaient avant de la domiciliation au niveau des banques pour faire des opérations d'importation. Quand vous avez par exemple une opération d'importation de 500 000 euros par exemple, vous devez mettre vous déposez l'équivalent en dinars selon le taux de change officiel à la banque pour que celui-ci vous soit transformé en devise, en dollars ou en euros. Oui, mais j'aimerais que nous restions sur le sujet d'aujourd'hui. Politique. Oui. Je vais rester sur le sujet politique. Alors, tous ces dépôts, tous ces problèmes économiques ont causé cette crise financière. Maintenant, le régime, ce qu'on est en train de dire là en termes de crise financière, le sait. Ces informations, il les a mieux que nous, il les a dans le détail. Il sait très bien que il est à la porte d'une crise sociale grave et d'une révolution de la faim. Donc l'immigration clandestine, ce qu'on appelle nous en Algérie le harraga, est utilisée sur le plan social, à mon avis, comme une soupape ou un purgeur social pour permettre aux jeunes qui sont susceptibles de verser dans la violence demain ou après-demain dans les grandes villes notamment et surtout les villes côtières, et c'est ce qui importe le plus le régime, c'est les villes côtières, les grandes villes côtières, ceux qui peuvent lui causer des problèmes au niveau de ces villes-là, il utilise l'immigration clandestine comme une soupape ou un purgeur social pour calmer les gens et laisser les gens les plus déterminés partir. Il y a un deuxième objectif, il y en a trois. Le deuxième, c'est de renvoyer un message de désespoir aux jeunes Hirakis. C'est-à-dire que les millions de jeunes qui sont sortis depuis février 2019 dans les rues algériennes dans l'espoir d'un changement politique, cette image de harraga collectif réussie leur envoie une image de désespoir, en même temps accompagnée d'un espoir, c'est-à-dire que si vous voulez d'un avenir meilleur, il n'est plus là en Algérie, puisqu'ici il y a un président, l'armée est présente, elle ne lâchera jamais le pouvoir, partez en Espagne, partez en Italie, partez en France si vous en avez envie. Est-ce que je peux comprendre que vous êtes en train de suggérer que c'est le régime lui-même qui incite les gens à partir un peu pour purger la pression? Je n'irai pas jusque-là, Sidi Djamel, mais le régime ferme les yeux. C'est-à-dire que quand on a 497 ou 495 immigrants qui arrivent en Espagne, et ceux-là, ils ont été comptés par les autorités espagnoles. Le même jour ou le même soir, on a vu des vidéos qui ont circulé sur Facebook, des gens qui sont sortis de l'Qala et de l'Qol et qui sont partis en direction de l'Italie. Cette vague-là n'était pas quelque chose d'organisé. Les jeunes candidats à la migration clandestine ils sont dépendants de la météo et surtout de la météo maritime. Donc je pense qu'ils ont eu l'information que ce jour-là, la météo était bonne, était favorable, et les courants marins aussi. Et alhamdoulilah, ils sont tous arrivés sains et saufs, on n'a pas dénombré de morts. Donc ils sont tous partis dans les directions qu'ils voulaient. Il y en a qui sont sortis de Boumerdez, il y en a qui sont sortis de l'Qala et de Skikda, il y en a qui sont sortis aussi de l'extrême ouest algérien. Oui, mais Yahya, certains essayent en effet d'expliquer ce départ massif des Harraga par la seule explication de la météo. Mais la météo favorable depuis cette dernière année, il y en a eu des centaines. Il y a eu des centaines de journées de météo favorable. Apparemment, parce que je me suis renseigné, apparemment, ce jour-là, elle était extrêmement favorable. C'est-à-dire que la mer Méditerranée était plate. D'accord. Voilà. Supposons que c'est... Qui a permis à des petits bateaux, des Zodiacs, d'arriver jusqu'à l'Italie, jusqu'à l'Espagne. Alors, si cette journée était extrêmement favorable, ça se sait généralement à 2 jours avant, à 1 jour avant. Or, les gens qui sont partis, il y en a même qui sont venus de Marouana, pour vous dire, de 1000 kilomètres. Et donc, d'ailleurs, on se demande comment, en ces temps de confinement et de couvre-feu, des gens peuvent arriver de Marouana à Témouchent sans se faire prendre par la police. Et cette histoire de météo, donc, me semble assez farfelue, excusez-moi. Parce que... Non, mais elle n'est pas farfelue pour un professionnel de la migration clandestine. Peut-être qu'elle l'est pour nous, mais c'est des bandes organisées, M. Djamal Benchenour. Oui, mais Yahya, c'est des journées comme ça, des journées favorables. Même le régime, il était au courant, même l'armée, même les forces navales étaient au courant que c'était une journée favorable. D'ailleurs, on ne va pas m'expliquer que 500 jeunes, il y en a qui disent 1000
jeunes sont arrivés en Espagne, selon la presse espagnole, sont sortis des côtes algériennes sans que les forces navales algériennes ne les repèrent. Oui, mais justement, Yahya, justement. Si c'est cette option de... Moi, j'essaie de comprendre. Hein. C'est cette option de la météo favorable. Donc, les gardes-côtes sont censés le savoir avant tout le monde. Hein, c'est la marine, hein, c'est la marine militaire. Donc, eux aussi savaient que la journée était favorable. Et donc, généralement, qu'est-ce qu'on fait? Comme on est dans un pays où le phénomène de la harga devient explosif, qu'est-ce qu'on fait? On redouble de surveillance. C'est pas quand... Alors que ça a été l'inverse. Il n'y a pas eu une seule barque de prise. D'où le troisième objectif que j'allais énumérer tout à l'heure, oui. Qui est le message politique aux pays européens. Voilà. C'est-à-dire que nous, en tant que régime militaire, dictatorial, nous tenons les frontières maritimes du pays, nous tenons le pays. Et puis tenir l'Algérie, c'est tenir aussi toute la partie maghrébine et la partie subsaharienne de l'Afrique. Si nous, on lâche, vous aurez 10 fois plus de barques qui vont arriver sur vos plages et sur vos rivages, que ce soit français, italien ou espagnol. C'est en substance le message politique, c'est-à-dire que vous allez devoir nous soutenir. Et le premier soutien, avant qu'il soit politique, c'est un soutien financier, parce qu'ils savent très bien que le régime est au bord d'une faillite. Donc il leur faudra de l'argent, de la liquidité. C'est la méthode qu'utilisait Kadhafi avec Berlusconi. Muammar Kadhafi avait l'exception de le dire carrément. Erdogan aussi le dit de temps en temps concernant les réfugiés syriens, et il en a tenu bénéfice. Il faut le dire aussi, il fait le gendarme de l'Europe dans cette partie du monde. Et en Algérie, c'est la même chose. Tout le monde joue sur ces peurs-là. L'Europe a extrêmement peur des migrants, d'une deuxième grande vague de migrants, après celle qu'ils ont connue avec les Syriens depuis 2013-2014. D'ailleurs, il y a une semaine de cela, il y a une réunion à Vienne des ministres européens de l'Intérieur concernant ce phénomène de la migration clandestine et comment il fallait s'y préparer et comment il fallait éviter une deuxième vague qui serait, selon eux, catastrophique pour l'économie européenne et puis même pour la politique intérieure européenne. Donc je pense que le régime algérien a très bien décelé le message ou compris le message émis par les Européens il y a 2 semaines de cela à Vienne et il a laissé faire, il a fermé les yeux. Restez avec nous, Yahya, nous allons demander à nos autres invités. Idir Ounourn, vous êtes au téléphone avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre invitation, M. Benchnouf, et je salue M. Merkiouba et Ibrahim Younsi, évidemment. Merci. Alors, Idir, donc, même question, à votre avis, cette histoire de centaines de harragas. Une journaliste espagnole qui s'occupe de ces questions, qui défend les droits de l'homme et la traite des êtres humains, très connue en Espagne, qui a écrit un livre sur la question, a déclaré qu'il n'était pas question de retenir ce chiffre 418, mais qu'ils étaient plus d'1 millier de harragas algériens à être passés en l'espace de 24 heures. Idir Ounourn, à votre avis, c'est quoi cette histoire? Moi, je pense que l'alignement négatif de plusieurs facteurs fait en sorte que l'immigration est devenue la seule porte d'espérance ou le seul espoir pour cette jeunesse algérienne. À la crise sanitaire s'ajoute la crise économique, la crise financière, le manque de perspectives et tutti quanti, comme on dit. Et là, quand on voit plus d'une vingtaine de bateaux de nouvelle génération, parce que des bateaux qui transportent apparemment, j'ai lu ça quelque part, de 8 à 10 personnes, c'est des hors-bords d'excellente qualité, ce n'est pas une émigration clandestine, M. Benchnouf, vous m'excuserez la trivialité parce que c'est dramatique d'un autre côté, c'est une régate à ciel ouvert. On a l'impression que c'est une régate, c'est des gens qui sont partis la fleur au fusil, tranquilles, et qui ont accosté sur les côtes espagnoles. Maintenant, il faut dire aussi que comparativement, vous avez parlé des gardes-côtes algériens, moi qui ai fait mon service militaire dans la marine nationale, je peux vous dire qu'ils sont très compétents. Et qu'on a une marine très compétente, une marine... Vous avez vous-même fait votre service militaire dans la marine militaire, hein? Oui, dans la marine nationale à Al-Sakbir, plus exactement. Oui. Et je peux vous dire une chose, que c'est une armée jeune d'universitaires très compétente.
mais absolument compétentes et qui étaient formées dans toutes les grandes écoles de marine du monde. Ça, soit dit en passant. Ces histoires de garde-côte, il faut que vous sachiez aussi que nos téléspectatrices et téléspectateurs sachent une chose, c'est qu'indépendamment, vous voyez le pendant, c'est qu'au niveau des côtes marocaines, les gardes-côtes marocains surveillent infiniment plus fermement leurs côtes. Et les jeunes Marocains qui passent par du côté de Marmilla, par les espaces là pour rentrer clandestinement dans notre pays, partent à partir de Razaouet, enfin des flancs de Razaouet, et partent aussi à partir de Mostaganem. Je crois que l'essentiel est parti à partir de Mostaganem, concernant ces 418. Évidemment qu'il y a un problème. Je ne pense pas qu'il faille lire, et là je suis un peu en désaccord avec M. Merfiouba, qu'il faille lire ça uniquement à travers la réunion de Vienne, concernant disons l'immigration clandestine. Je crois que l'espace Schengen a Frontex. Ce Frontex-là, il paraît désuet aux yeux de certains. Ils vont essayer de le renforcer, mais c'est vrai que c'est une menace. Moi, j'ai lu par ailleurs une spécialiste de l'immigration espagnole qui disait à terme, il est inévitable que ce taux-là va croître de manière exponentielle au vu justement de la crise économique, de la crise des revenus algériens surtout, qui risque d'entraîner véritablement une immigration mais infiniment plus forte que celle qu'on a tous les jours. Je crois que depuis janvier à avril, d'après ce que j'ai lu, il y a à peu près 1700 émigrés, dont algériens, qui ont quitté nos côtes pour les côtes espagnoles. Et par contre, là où M. Mokouba a raison, du côté de Kolo et du côté de notre frontière Est, ce qu'on appelle la base de l'Est, ça va vers la Sardaigne, mais c'est un chiffre infiniment, c'est de l'ordre de moins d'une centaine à peu près. Mais Idir Ounor, oui. Vous, l'ancien officier de la marine militaire algérienne. Officier de réserve. Officier de réserve, bien sûr. Service militaire, hein, j'ai dit tout à l'heure. D'accord. Alors, Idir Ounor, les eaux territoriales algériennes, qui sont de 12 000 à peu près, 12 000 marins, c'est-à-dire à peu près 22 kilomètres. Donc, 22 kilomètres. Lorsque toute une armada de barques, 50 ou 60 ou 70 ou 80 barques, partent en même temps quasiment, ils sont, pour sortir des eaux territoriales algériennes, elles mettent généralement au moins 2 heures. Hein, elles doivent être systématiquement repérées, évidemment. Donc, comment se fait-il que, malgré leur équipement absolument sophistiqué, des vedettes qu'ils ont achetées par, je ne sais pas le nombre, très sophistiqués, capables de détecter de très loin, comment se fait-il que pas une seule barque, c'est là où la question se pose, pas une seule barque, pas un seul bateau n'a été intercepté? Je peux pas vous dire dans quelles conditions la surveillance s'est effectuée. Je vous ai entendu parler avec Yahya Merfiouba en parlant de météo, pas météo. C'est des gens qui sont habitués. Mais ce qu'il y a de surprenant, par contre, me semble-t-il, c'est le nombre. Comme je vous ai dit, ce n'est plus quelques bateaux, c'est des dizaines de bateaux, et ça fait partie d'une régate à la limite. C'est-à-dire, dans l'impression que c'est la route du Rhum qui m'a calé. Et c'est ça qui est assez c'est-à-dire on trouve pas d'explication. Mais je pense pas qu'il faille y aller et utiliser le fait qu'ils aient laissé passer, disons, tous ces bateaux-là pour essayer d'influencer autant que faire se peut et une pression diplomatique, surtout que nous sommes en négociation avec le Royaume d'Espagne pour la frontière maritime entre nos deux pays. Vous avez dû voir récemment M. Bourkadoum, le ministre des Affaires étrangères espagnol, qui disait qu'on n'a pas de problème, on est en train de régler notre frontière maritime. Moi je ne pense pas. Par contre, M. Merfiouba a peut-être donné... Merci Dera. Alors, Brahim Younsi, même question, on a réussi à vous reprendre. Alors, je vous laisse poursuivre ce que vous vouliez nous dire. J'avais commencé par dire, d'abord, ce qui est remarquable dans cette affaire, c'est la capacité de mobilité de ces jeunes, sachant pertinemment qu'il y a des restrictions sur la mobilité avec la pandémie. Ensuite,
cette facilité de mobilité et toutes les restrictions et les surveillances que le pouvoir a développées. Tout cela interpelle, d'autant que, et vous l'avez dit vous-même, qu'il semble que qu'il y aurait des complicités structurelles, des complicités institutionnelles. C'est une armada, si j'ose dire, pour ne pas reprendre le terme de régate de mon ami Idir. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est un voyage organisé, un voyage maritime organisé. Malgré les dangers, d'ailleurs, ce qui apparaît habituellement, quand des jeunes partent, des harragas partent, ils sont angoissés, ils ont peur. Cette fois-ci, en tout cas, les vidéos que j'ai pu visionner montrent des jeunes heureux de quitter l'Algérie. Parce que l'Algérie, pour eux, est un camp de concentration. J'ai l'impression qu'ils fuient l'enclavement dans lequel ils se trouvent. C'est un désenclavement pour eux. Ces harragas, quelque part, brûlent leur vie, parce que le mot harraga vient du verbe brûler, brûlent leur vie en même temps qu'ils la cherchent. Et en allant en Espagne ou ailleurs, dans les pays d'Europe, ils veulent vivre, mais en même temps, ils s'exposent à la mort en voulant vivre ailleurs. Et cela, le pouvoir illégitime d'Alger, ces jeunes ne fuient pas l'Algérie en vérité, mais fuient un régime politique. Et ces départs, ces fuites de nos jeunes, des centaines, voire des milliers de nos jeunes, sont à la fois politiques et économiques. Mais c'est surtout des fuites politiques. Ces fuites politiques parce qu'il y a une exclusion à la fois politique, une exclusion économique, mais il y a aussi une exclusion touristique. Parce que tous ces jeunes-là sont exclus du visa. Ils ne peuvent pas obtenir de visa pour pouvoir partir ailleurs normalement, ne serait-ce que pour passer des vacances, entre guillemets. Ça veut dire que toutes ces exclusions réunies ont fait que ces jeunes partent de cette façon-là, mais c'est une façon quasi organisée par des mains extérieures. Quand je dis des mains extérieures, je vise les autorités que vous avez citées d'une certaine manière. D'ailleurs, il y a une caricature de Dylan, une superbe caricature, qui montre un policier sur un mirador et un jeune qui va vers la plage. Il dit, est-ce que vous êtes baigneur? Il dit, non, je ne suis pas baigneur, je suis harraga. Alors il dit, vous pouvez partir. Hein? Au temps du Covid et des restrictions de mobilité, bon, il est interdit de se baigner, mais il n'est pas interdit d'aller ailleurs. Cette question est autant politique, bien entendu, à l'intérieur. Elle devient, qu'on le veuille ou non, après que ces jeunes aient quitté les eaux territoriales dont vous avez parlé, les eaux territoriales nationales, elle devient une question géopolitique. D'ailleurs, ce qui est aussi remarquable, c'est qu'il n'y a aucune réaction officielle après toute la campagne médiatique de la presse espagnole. Nous n'avons pas entendu un seul officiel, et notamment... Alors que c'est une affaire gravissime. C'est une affaire Absolument. Qui aurait dû provoquer la réaction immédiate au plus haut sommet de l'État, c'est-à-dire celle du président lui-même. Absolument, absolument. C'est dire que s'il n'y a pas de réaction officielle, c'est que le pouvoir illégitime pousse les jeunes à partir. Passez-moi l'expression, ça relève du malthusianisme. On veut absolument qu'il y ait une effusion de départ
de notre jeunesse. Parce que c'est une jeunesse qui est contestatrice, parce que c'est une jeunesse qui était dans la révolution et qui a fait la révolution. C'est une sorte de malthusianisme que le pouvoir est en train de faire et d'organiser. Des jeunes sont tués, d'autres jeunes, on les laisse partir, ou ils risquent leur vie. Et le pouvoir illégitime le sait. C'est une espèce de, non pas de suicide, parce que j'ai entendu parler de suicide, mais c'est un assassinat massif, c'est un crime massif, un crime contre l'humanité que le pouvoir en place est en train, d'une certaine manière, même en seulement fermant les yeux, d'organiser et de laisser faire. Et c'est surtout aussi une immense tragédie de toute une jeunesse qui tente de s'arracher à sa terre, à leur famille, à ses amis qui partent. Nous allons regarder ce qu'en pense Tebboune, ce qu'ils ont dit, et puis nous regarderons une autre vidéo où nous allons voir un harag en train de partir. Cette harga qui date de quelques semaines, n'est pas récente, et où vous allez entendre le frère aîné pleurer son frère qui part. Mais nous allons d'abord voir ce que pense Tebboune, après que nous ayons vu hier Yahya nous dire que ces jeunes qui partent de toutes les façons, ils partent pour rien, parce que dans le meilleur des cas, ils vont là-bas pour cueillir des oranges. Je vous rappelle aussi qu'à son temps, M. Belkhadem, si vous vous en rappelez, avait dit, moi je sais pourquoi ils partent, c'est Harraga, ils partent pour pouvoir porter des survêtements Lacoste et épouser des blondes. Littéralement, hein, il l'avait dit comme ça. Alors, nous allons écouter M. Tebboune nous en parler. لما تكون مرتبطة بالفقر تتعالج. الحرقة لما تكون مرتبطة بتدمر سياسي ممكن تتعالج. رانا داخلين في الجزائر الجديدة وكل واحد عنده القدر نتاعو وعنده كذا. كاين لي قهر عائلي، كاين لي قهر تاع المجتمع، بالنسبة لي ظلم المجتمع بالنسبة لي كاين وكاين وكاين. لكن الحرقة مش أساسها الفقر. لما تشوف أطباء يحرقوا وتعرف المرتبة، المركز الاجتماعي نتاع المرتبة الاجتماعية نتاع الطبيب في المجتمع نتاعنا يمشي يحرق. لما تشوف موظف هو وزوجته والرادع نتاعهم يحرقوا وعندهم يخدموا في زوج موظفين في اثنين. إذا تعدد الأسباب هذا يخلي الحل صعب. ممكن تحل الحرقة نتاع، هي لازم توعية، لازم العائلة تشارك، لازم بالنسبة للناس اللي هجروا مغلطينهم كذلك. حاسب العيشة لما يقطع البحر وينجح ويوصل، راه العيشة اللي هي راه جهنمة. كثير اللي مشاو، كاين اللي مشاو بصفة بدون حرقة، يعني بفيزا واشتغلوا في مستشفيات ورجعوا. قال العيشة أنا مهما كان الحال المجتمع تاعنا مجتمع فيه تضامن عائلي، فيه تضامن. ما أعتقدش أن في اليوم في الجزائر واحد جيعان. Alors, Yahya, pour ceux qui n'ont pas compris, qui ne parlent pas l'arabe, d'entre nos téléspectateurs, M. Tebboune nous dit, entre autres, il reconnaît les faits, il dit même, il y a des médecins qui font la harga, des couples avec leurs enfants en bas âge, et il explique qu'il y a des raisons diverses qui ne s'expliquent pas, selon lui, par la pauvreté, puisqu'il y a des médecins qui partent, et il nous dit, et je ne sais pas d'où il a ramené ça, que nombreux parmi ceux qui partent, y compris ceux qui ont eu des visas, reviennent et qu'ils nous disent que c'est l'enfer là-bas, que ce n'est pas facile de vivre. Yahya. Pardon Yahya, on ne vous entend pas. Yahya. Là, vous m'entendez? On ne vous a pas entendu. Est-ce que vous pourriez répéter, s'il vous plaît? Oui.
Ouais. Je vais commencer par la dernière bêtise, excusez-moi, dite par M. Tebboune, où il dit ما يعتقدش بلي في الجزائر كاين جيعان يعني كاين الجوع. Il ne pense pas qu'en Algérie qu'il y a des gens qui ont faim. S'il ne les connaît pas, je peux lui dire où les trouver. Premièrement, il peut les trouver autour des bureaux de poste. Les gens ont faim, ils ont besoin de leur argent pour acheter à manger. Celui qui est prêt à escalader un mur ou un portail de bureau de poste, c'est qu'il a faim. Deuxièmement, à Blida, ou dans les wilayas confinés, mais surtout à Blida, les gens qui n'ont pas travaillé, qui ont été interdits de travailler, ou leurs entreprises ont été fermées depuis 3 ou 4 mois, et ils sont chez le privé, ils ne sont pas fonctionnaires, ils n'ont pas été payés depuis 3 ou 4 mois, ces gens-là ont faim. Il n'y a eu aucune compensation de la part de la Caisse de sécurité sociale algérienne, ni de la part de l'État par rapport à ces gens-là. Moi, je connais des gens... Et pardon de vous interrompre, Yahya, juste pour apporter de l'eau à votre moulin et apporter une information. Oui. Au sud, Sahara, on a appris aujourd'hui que les gens sont littéralement en train de mourir de chaleur. Particulièrement les populations les plus déshéritées qui n'ont pas de climatiseur. C'est atroce, aucune prise en charge. Aucune. Ils n'ont pas de climatiseur et quand ils en ont un, ils n'ont pas l'argent pour payer la facture d'électricité qu'ils vont avoir le mois de septembre. Absolument. À 4 heures du matin, à Tegourt, ils commencent à faire la queue devant les bureaux de poste pour avoir quelques dinars. L'hôpital de Tegourt et de Ouargla a déclaré il y a 2 semaines qu'ils ne pouvaient plus accueillir de malades. Ils ont appelé le personnel médical à la retraite, à la rescousse. Et quand le personnel s'est présenté, il n'y avait pas de matériel, il n'y avait pas de bouteille d'oxygène, il n'y avait rien. À Constantine, le CHU de Constantine, l'hôpital du jour est organisé dans le parking de l'hôpital. Les gens sont admis en consultation du jour dans le parking et ils viennent avec leur matelas. Donc, si M. Tebboune ne voit pas les gens qui ont faim, il n'a qu'à sortir de son château de Mouradia et aller voir dans les quartiers populaires d'Alger, et à Blida, et surtout les travailleurs et les travailleuses du privé qui n'ont pas été payés depuis 3 ou 4 mois, ces gens-là ont faim. Je ferme la parenthèse. Alors, Tebboune dit que si l'immigration était liée à la pauvreté, on peut lui trouver une solution. Si l'immigration était liée au désespoir politique, on peut trouver une solution et on est en train de rentrer vers l'ère de l'Algérie nouvelle. C'est quoi cette Algérie nouvelle? L'Algérie nouvelle où un enfant d'un ancien colonel de l'ALN qui perd sa mère et qui est en prison depuis 27-28 ans, c'est presque un Mandela algérien. Et déjà, il ne sort pas de prison alors qu'il a fait toute sa peine. Sa mère meurt, sa maman meurt. Ah, nous avons perdu Yahya. Sort de prison pour assister à l'enterrement de son frère. C'est ça l'Algérie nouvelle. L'Algérie nouvelle fait que alors, en attendant de retrouver Yahya, une information vient de tomber. Le journaliste Youssouf Aït Qassi de France 24 et Monsof Aït Qassi de France 24 et son assistant Ramdan Rahmouni. Entendez. Pardon Yahya, j'étais juste en train de donner l'info. Ont été placés sous mandat de dépôt selon leur avocat, Maître Badi. Nous n'avons pas plus d'informations pour le moment. Donc, 2 journalistes qui viennent d'être arrêtés et placés sous mandat de dépôt, des journalistes de France 24. Et je rappelle que ce sont eux qui ont filmé la fameuse interview de Tebboune, qu'il a donnée à France 24. Yahya, je vous en prie. Pardon de vous avoir... Il y a un souci, on ne vous entend pas, Yahya. Et là, vous m'entendez? Voilà, on vous entend. Alors, il n'y a aucune confiance dans les institutions de cet État, ni sur le plan politique, ni sur le plan économique. On peut filmer le président de la République et filmer une interview il y a 2 semaines ou 3 semaines de cela et se retrouver en prison 3 semaines après. Donc, aussi, il faut signaler qu'un chirurgien, un chirurgien, oui. Il y a 3 jours. On a vu une photo où un papa avec son bébé sur la barque en train de quitter l'Algérie et ils avaient le sourire jusque-là. Farhan, parce qu'ils n'ont plus d'avenir dans cette Algérie où la gouvernance militaire dictatoriale fait rage. Roma, ils vivent dans les CRF, dans les centres de repos familial. Ils ont les hôpitaux militaires pour se soigner. Leurs enfants, c'est des privilégiés.
Ils ne connaissent pas l'exclusion sociale. Ils ne connaissent pas l'exclusion du visa, comme disait monsieur Brahim Yansi tout à l'heure. Leurs enfants sont pressés que les aéroports réouvrent pour qu'ils puissent partir en Turquie, en Espagne, en Italie, en France, passer leurs vacances. Les enfants des Algériens, des pauvres Algériens, ils ne peuvent même pas aller à la plage. Ceux qui sont dans le sud, monter dans les plages de Sidi Faraj ou les plages de Skik d'Abdjaï, c'est un rêve pour eux. Donc on vit dans deux pays. Oui. Restez avec nous, Yahya Mkhioba, j'espère qu'on va pouvoir régler ce problème. Avant de vous donner la parole, nous allons regarder des images, une scène déchirante d'une harga qui a eu lieu il y a quelques semaines, où quelqu'un veut regarder partir son petit frère. Et écoutez et regardez. خليه يطرق على العالم في الطريق مش هذاك هو ولا ذاك هو اللي ذاك الزوج لا يقدموا غادي يا ربي كيف صار أول حد صافوا لي تاعو ومدي يصفوا أو مدي يصفوا أول كفاية يديروا un commentaire d'abord. يدير فقدنا. Alors, Brahim Yansi, un commentaire avant que je vous demande quelque chose. C'est déchirant ce que nous venons, en tout cas moi, d'entendre. Je n'ai pas vu les images. Je comprends plus que la tristesse, le désarroi de ce frère qui voit un de ses membres amputé à vif. On a envie tout simplement, parce que nous sommes tous confrontés à cette situation. Nous avons des neveux qui sont dans la situation de ceux qui quittent, qui partent. Je viens d'écouter d'une certaine manière le président illégitime qui raconte, qui dit des choses qu'il ne ressent pas même, si au moins il les ressentait. Il ne les ressent pas. Pourquoi ces jeunes partent-ils? Ils n'ont pas le choix, ou ils n'ont qu'un seul choix, se soumettre ou partir. Et le choix qu'ils font de partir, ce n'est pas, comme disait la personne que vous avez citée, Belkhadem, je crois, oui, à la recherche d'une femme blonde. Il y a quelqu'un qui a répondu. J'avais lu une thèse il y a quelque temps là-dessus. Et un jeune Algérien qui a répondu pour dire « Ce n'est pas une femme blonde que je cherche, je vais de l'autre côté pour chercher ma vie. » Ces jeunes-là cherchent leur vie. Et ces jeunes veulent vivre dans une société de liberté. Et dans une société de liberté, autant qu'il est possible, donne la possibilité de se réaliser sur le plan personnel et sur le plan économique. C'est ça qu'ils cherchent, ces gens-là. C'est parce qu'ils n'ont aucune solution. C'est parce que chez eux, dans leur pays, là où ils sont nés, là où ils ont une famille, où ils ne peuvent pas même lutter pour changer leur vie. Parce que ces jeunes luttent quotidiennement également pour changer leur vie, pour transformer
la situation dans laquelle il se trouve depuis des années. Brahim Younsi, quand Tebboune affirme comme ça publiquement, devant tout le monde, en nous regardant dans le blanc des yeux, que nombreux sont ceux qui partent et qui reviennent et qui regrettent et qui vivent l'enfer, alors que nous voyons tous les jours des images de clandestins, c'est même pas des gens qui ont des visas, qui sont pris par la police et qui sont dans une mesure d'expulsion, qui font tout, il y en a même qui menacent de se suicider si on les ramenait chez eux. Où trouve-t-il une telle audace pour mentir comme ça, de cette façon ? Oui, mais nous sommes dans une société du mensonge. Une société de personnes qui se couvrent les yeux, qui ne veulent pas entendre et qui ne veulent pas voir la réalité telle qu'elle est. Nous les connaissons, ces jeunes, nous les voyons tous les jours, ou quasiment tous les jours. Et sinon, quand nous nous rendons place de la République, nous parlons avec eux. Nous les voyons, ces jeunes, nous les voyons à Barbès, nous les voyons à Montreuil, et nos compatriotes les côtoient aussi à Marseille et ailleurs, dans les grandes villes françaises, notamment parce que je suis en France. Et c'est exactement la même chose en Allemagne, en Belgique, en Hollande, au Danemark, etc. etc. Nos jeunes n'aspirent qu'à quitter leur pays. En réalité, ils quittent un régime politique qui ne leur donne aucune possibilité, aucune opportunité de rester chez eux, de travailler chez eux, de fonder des foyers chez eux et de se réaliser chez eux et de s'épanouir chez eux. C'est le régime politique que nous avons, ce régime militaire et ce régime autoritaire qui fait que les jeunes, même les écoles, parce que ces jeunes, il le dit, des médecins partent, des chirurgiens partent, des informaticiens partent, des mathématiciens partent. Et il y a une élite qui a réussi dans les universités algériennes et qui est récupérée. Et nous en connaissons des centaines qui enseignent les mathématiques, qui sont bien sûr les médecins, n'en parlons pas, qui sont informaticiens. Selon des chiffres qui circulent, Brahim Younsi, selon des chiffres qui circulent, il y aurait depuis l'accession de Bouteflika à la présidence, il y aurait eu 200 000 Algériens diplômés d'études supérieures qui se sont exilés. Restez avec nous, Brahim Younsi. Idir Nourn que nous avons retrouvé. Idir, vous êtes avec nous ? Oui, tout à fait. Alors, d'abord un commentaire avant que je ne vous pose une question. Pour Brahim, je partage en gros ce qu'il a dit, parce que c'est vrai que le jeune clandestin qui arrive pas par des moyens, disons, légaux, n'a qu'un seul but, vivre dans un état de droit. Et ce qu'il a dit aussi, et je souscris tout à fait, c'est que les perspectives économiques, les perspectives de vie en Algérie commencent à devenir très, 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 très difficiles. Nous vivons une crise protéiforme, une crise sanitaire, une crise morale, une crise politique, une crise identitaire, une crise économique, etc., etc. Il n'y a pas de perspective. Par contre, là où j'apporte juste une petite nuance, c'est qu'il a deux choix, en fait. Ceux qui ont la chance de pouvoir partir et d'émigrer même dans des conditions difficiles, mais je pense qu'avec leur volonté, et ils savent tout ce qu'il ne faut pas faire, parce que l'immigration clandestine, elle a ses repères. Il y a le gars du quartier qui est déjà parti il y a 10 ans et qui a réussi, ça devient un repère pour eux. Tandis qu'en Algérie, le type qui a fait des études, le petit jeune qui a fait des études et qui ne trouve pas de travail n'est plus un repère pour eux. Le repère, c'est le jeune qui est parti, qui après 5-6 ans a pu régulariser et qui revient pour des vacances et qui a réussi. C'est ça aussi leur repère à eux. Et là où Brahim aussi a raison, c'est qu'il y a simplement, il lui reste deux choses, soit rester, et dans ce cas-là, il va rentrer inévitablement, au vu de la crise multiforme que nous vivons, vers une espèce de violence, ce que je n'ose espérer, ou alors c'est partir. Entre ces deux choix, il n'y a pas de troisième voie possible. Voilà. Alors, Idir, vu côté européen, et tout particulièrement côté français, dont tout le monde sait que la France est le principal, le plus fort soutien du régime, pas de l'Algérie, pas de l'État algérien, du régime, de la mafiocratie. Pardonnez-moi de dire les choses comme elles sont vraiment,
même si ça doit choquer quelque part. Ils ne se rendent pas compte, rien qu'à regarder ce genre de situation, rien qu'à étudier ces chiffres, à évaluer un peu les perspectives, que si ça continue comme ça, à Dieu ne plaise, ça risque de tourner au tsunami migratoire, que s'il continue à soutenir un tel régime aussi pernicieux, aussi nuisible, aussi mortifère, il pourrait provoquer, à Dieu ne plaise, une explosion d'immigration clandestine vers leurs côtes. Comment se fait-il qu'ils ne parviennent pas à évaluer réellement une telle situation, une telle perspective? Si vous voulez, votre question pose en elle-même deux grandes questions. La première, c'est quel va être justement le fait de soutenir ce régime sur la population, sur le peuple algérien, c'est-à-dire dans sa précarité de plus en plus grande, dans son manque de confiance, etc., etc. Plus la deuxième question, c'est l'émigration. Moi, je pense que la France particulièrement est en train de jouer la montre. Mais vous savez, en règle générale, M. Benchenouf, pour les pays, au-delà du poids de la mémoire, du poids de l'histoire entre l'Algérie et la France, il y a une règle qui est simple, hein, pas d'intérêt, pas d'action. Moi, je pense que le gouvernement français, à mon sens, est en train de jouer la montre, mais il joue la montre peut-être par défaut. Parce que nous n'avons pas encore une opposition crédible, une opposition qui parce qu'ils ne la laissent pas émerger. Non, attendez, votre question c'est la France. Oui. La France participe, procède de la démarche à ne pas laisser émerger l'opposition. Ah non, mais c'est pas à la France de laisser émerger l'opposition. C'est à l'opposition. Rappelez-vous, M. Benchenouf, et j'ai pas arrêté, nous étions un peu quelquefois en désaccord avec beaucoup de plaisir que je partage, c'est quand on parlait de partis politiques, quand on parlait de familles politiques, il faut une alternative. Mais c'est pas simplement une alternative simplement structurelle dans la refondation de la nation et de l'État. C'est quel est le devenir de l'Algérie, quel est son cap, où l'inscrit-on. C'est vraiment redéfinir l'ensemble du pays et sa trajectoire. Et c'est pas, bon, les Français peuvent aider, comme d'autres puissances étrangères peuvent aider. Ça paraît évident. Pardon de vous interrompre. Pour préciser ma pensée, quand je dis que la France procède aussi de cette démarche qui empêche la vraie opposition d'émerger, c'est quand sa complicité, sa connivence avec un régime qui réprime cette opposition, qui l'empêche d'éclore, ça ne peut être qu'une connivence, et donc des pays comme ça qui protègent une mafiocratie en sont les complices. Vous savez, le jeu subtil de la diplomatie, le jeu subtil des rapports des uns et des autres par rapport au pouvoir central, par rapport au cœur nodal, au cœur du réacteur du pouvoir. Vous savez très bien que les relations entre la France et l'Algérie, c'est pas des relations d'État à État normales. C'est des relations de réseau à réseau, M. Benchenouf. Et le problème, c'est quelle est la lecture. Moi, j'avais appelé à une mutation de l'armée. J'avais appelé à une mutation aussi, qu'elle soit en phase avec la société. Nous, le seul moyen pour rétablir que nous reprenions notre dignité en tant qu'être humain, en tant que citoyen algérien à part entière, en tant que démocrate, partisan des valeurs, parce que M. Benchenouf, et vous le savez très bien, ne construit pas une nation sur l'idéologie et sur des dogmes. On construit une nation sur des valeurs de citoyenneté et de liberté. Tant que cette opposition, toute tendance confondue, ne se réunit pas et propose une véritable alternative, il faut qu'elle marquette, qu'elle fasse un programme d'une Algérie nouvelle, en rupture épistémologique avec tout ce qui s'est passé avant. C'est comme ça que... Mais pour se réunir, il faudrait encore qu'elle existe, Idil Noren. Pour se réunir, cette opposition, encore faudrait-il qu'elle existe? Elle est en devenir, M. Benchenouf. Moi, je ne veux pas parler, moi j'ai souvent parlé de droit d'inventaire pour tous les partis politiques. Tout ce qui a été fait auparavant. Il y a une jeunesse qui est là, qui est avide d'apporter, qui est avide de se projeter comme elle veut, où elle veut, d'être en phase avec le monde qui l'entoure. C'est toutes ces questions-là. Je ne parle pas des anciens paradigmes, parce que nous, notre politique, DRS, police politique, général Salaqa, les jeunes, ils s'en fichent de tout ça. Les jeunes, ils veulent avoir des routes propres, ils veulent avoir des endroits où ils peuvent
où ils peuvent travailler, des endroits, monter leur job, vivre sous les lumières, participer à l'édification du pays. Voilà ce que veut le jeune. Tous les procédés d'avant doivent être éliminés. Une génération doit partir. Le seul souci, c'est que la nouvelle génération doit être formée. Tout simplement. Et restez avec nous, Idir. Yahya Mriouba, sur cette curieuse attitude de l'Europe, de l'autre rive, celle où les Harraga rêvent de pouvoir accoster, et qui semble ne pas se rendre compte du danger, des très sombres perspectives qui pèsent sur toute une jeunesse de tout un pays qui ne rêve plus que de s'arracher à sa terre. Est-ce qu'il n'évalue pas la situation à sa juste mesure? On ne vous entend pas, Yahya Mriouba. On ne vous entend pas. Ah oui, j'avais coupé mon micro, excusez-moi. Ah, voilà. Il faut remarquer qu'il y a eu un silence radio de la part de la presse algérienne qui s'est professionnalisée depuis 2 semaines de cela, à attaquer une partie de l'opposition algérienne, notamment à l'accuser de violence et de terrorisme, et qui s'est complètement acharnée dessus. Mais curieusement, elle s'est soudainement tue par rapport à cette question d'immigration clandestine, une grande opération qu'on a vue depuis 48 heures. La même chose en France, où il y a eu un silence radio total de la part de la presse française. J'ai essayé de suivre pendant les deux dernières 48 heures. Côté espagnol, on a pas mal parlé de ça, mais en France, rien. Et même la chaîne Euronews, en langue française, n'en a pas parlé aussi. C'est pour vous dire que même les autorités françaises et européennes ont extrêmement peur de traiter ce sujet dans la place publique. Premièrement, pour ne pas déranger leurs amis d'Alger, et deuxièmement, pour pas faire peur à la population française et européenne en général, mais française en particulier. Parce que si les Français, on va les informer dans le journal de 20h, à l'entrée du 20h, qu'il y a presque 1000 jeunes Algériens qui sont arrivés en Espagne, venant d'Algérie, un pays stable qui n'est pas en guerre civile, où il n'y a pas de famine, alhamdoulilah, mais qui viennent quand même dans des embarcations de fortune, ça fait peur. Et puis ça risque de s'inviter dans le débat politique français, et ça pourrait gêner la partie algérienne. Donc il y a comme une complicité, mais une peur aussi de traiter le sujet, parce que entre Alger et Paris, c'est un petit peu spécial comme relation. Des fois c'est tendu, des fois ça se détend, et toujours c'est les intérêts du peuple algérien qui passent toujours en dernier. Donc le traitement médiatique de cette affaire en France, elle a été curieusement silencieuse, comme l'est la presse algérienne. En Algérie, je peux comprendre, parce que la presse n'est pas libre, on n'a pas de presse carrément. Mais en France, il y a comme un accord de ne pas trop en parler et de ne pas faire peur à la population française. Mais je dis que on peut ne pas en parler 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais le phénomène va s'accentuer, on le sait. Parce qu'on connaît très bien la situation économique de notre pays et sociale, et puis le désespoir politique. Après que le régime militaire ait refusé de donner le pouvoir au peuple algérien, Inch'Allah, le Hirak va revenir après cette histoire de coronavirus, et là, on va réimposer les vrais termes du débat, c'est-à-dire Dawla Madaniya Mchi Askariya, État civil et non militaire, et État démocratique et non dictatorial. Il ne faut, si les Européens, et notamment les Français, ne veulent plus avoir de problème d'immigration à traiter, ne veulent plus avoir ou ne pas avoir le danger de l'extrême droite aux portes des exécutifs et notamment aux portes de l'Élysée, il faut stabiliser les populations d'Afrique du Nord chez elles. Et on ne peut stabiliser ces populations qu'en leur accordant le droit de s'autodéterminer politiquement. Comme on a eu le droit de s'autodéterminer en tant qu'Algérien et libérer le territoire en 62, on doit avoir le droit de s'autodéterminer politiquement et avoir le droit de devenir des citoyens algériens, parce qu'on ne l'est pas aujourd'hui. On n'a pas le droit de voter, on n'a pas le droit d'élire un maire, on n'a pas le droit d'élire un député, on n'a pas le droit d'élire un gouvernement ni un chef de l'État librement. C'est les généraux, et je dis bien c'est les généraux et la police politique. Il ne faut pas banaliser, monsieur Idir, je ne suis pas d'accord. C'est la police politique et les généraux qui aujourd'hui détruisent le pays
et qui font le malheur de ce pays. Les millions de jeunes, dont M. Honorano a parlé tout à l'heure, ont dit Dawlat al-Hnousha. Al-Jazair, les généraux à la poubelle, c'est pas Yahya Mkhiyouba qui l'a dit, c'est des centaines de milliers de jeunes qui l'ont dit pendant 1 an et demi, et ces centaines de milliers de jeunes, s'ils arrivent à un stade de désespoir aujourd'hui, ils peuvent facilement être candidats à l'immigration clandestine. Le problème en Algérie, c'est la gouvernance militaire dictatoriale. Qu'est-ce qui a changé, Yahya, au début, quand le Hirak avait commencé, la Harga avait complètement cessé pendant des mois. Il n'y avait plus de Harga parce que les jeunes avaient repris espoir. Et là, ça reprend. Hirak était et reste un vecteur d'espoir. Parce que les gens se sentent mieux chez eux quand ils se sentent libres, quand ils se sentent citoyens. Et là, on pourra affronter des difficultés économiques et sociales ensemble, dans un même front. On va tous souffrir ensemble. C'est pas grave. Mais quand ils sont dans le désarroi politique et social, quand ils voient que le fils de M. Tebboune sort de prison alors qu'il y a 2-3 mois avant, il était inculpé dans une grosse affaire de cocaïne, c'est là le désespoir, c'est l'injustice. L'injustice judiciaire, l'injustice sociale, l'injustice économique. Les gens ont le droit, des enfants de militaires et de ministres et d'ex-ministres ont le droit de se baigner à Club des Pins et Moretti, et nous on n'a pas le droit d'accéder à nos plages. Nos plages sont pourries, elles sont dégueulasses, on n'a même pas de transport pour y aller le matin et revenir le soir. Et on n'a même pas les 200 ou 300 dinars pour pouvoir y aller et acheter un sandwich. C'est ça la situation du jeune Algérien lambda. Et restez avec nous, Yahya. Je ne se sens plus chez eux, malheureusement. Brahim Younsi, avant de vous poser une question, j'aimerais vous raconter une blague qui est un peu dans l'air du temps, pour détendre l'atmosphère. Alors Marius, un raciste marseillais, qui entre dans le bar habituel où il a ses copains, et dès qu'il rentre, il annonce à la cantonée « Eh les gars, très mauvaise nouvelle aujourd'hui ». Alors il lui demande qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a. Il leur dit « Il y a un bateau qui vient d'Alger, plein d'Algériens, et il a coulé à 4 km au large de Marseille. » Et ils lui disent « Quoi ? Tu dis c'est une mauvaise nouvelle, mais c'est une très bonne nouvelle ça. Il a coulé, c'est une bonne nouvelle. » Alors il lui dit « Non, attendez les gars, c'est qu'ils savaient tous nager les gars. » Alors, c'est moi qui rigole pour ma blague, je me la raconte et je rigole. Je rigole aussi. Alors, il y en a plein comme ça. Brahim Younsi, comment expliquez-vous, on en a souvent parlé dans nos émissions, vous, Idir, Yahya et nous tous, sur ce blackout des médias français, rappelant donc 2 journalistes, et curieusement ceux qui ont tourné la dernière interview de Tebboune avec France 24. Ils ne sont pas en garde à vue, ils sont en mandat de dépôt, ils sont en prison, selon leur avocat, Maître Badi. Et pour, nous dit-on, une histoire qui daterait de 2019. Alors, comment expliquez-vous ce blackout ? Ce n'est pas possible qu'un tel sujet qui intéresse énormément l'opinion publique française, parce qu'habituellement on nous dit non, ils ne peuvent pas traiter de l'Algérie parce que ça n'intéresse pas l'opinion publique française. Or les immigrés clandestins, ça intéresse énormément l'opinion publique française. Comment se fait-il qu'une telle information, qui parle de 1000 Harraga qui ont débarqué en une seule journée sur les plages européennes, ne soit pas traitée de la plus petite façon, ni à la télé, ni dans les journaux, ni dans les radios? Comment expliquez-vous ça? Ça m'étrait, il n'en parle pas, il laisse l'Espagne parce que, il faut le dire, l'Espagne a annoncé une décision il y a quelques mois, au mois de mai, je crois, dernier, qu'elle régulariserait tous les jeunes clandestins qui se trouvent en Espagne, notamment ceux qui ont un travail. Cela pourrait être considéré comme un appel d'air à une émigration clandestine. La question qui se pose, je vais répondre à votre question tout à l'heure, oui. La question qui se pose, et le président illégitime l'a dit de façon un peu opaque, c'est que la question de tous ces départs, il y a parmi les 418, pour rester dans le nombre communiqué par les autorités officielles espagnoles, des compatriotes qui cherchent ou qui chercheraient du travail.
Mais quand vous savez qu'il y a des gens formés, bien formés, et qui travaillaient, cela veut dire que leur départ n'est pas une question économique ou sociale, c'est une question éminemment politique. C'est une question éminemment politique. Et c'est cette question politique que l'Europe, d'une façon générale, ne veut pas en entendre parler. Et elle traite comme elle peut ces questions sociales, soit par la répression, parce qu'il y a beaucoup de ces jeunes qui se retrouvent en prison, parce que quand ils sont arrêtés dans les rues de Paris ou dans les rues de Marseille ou dans les rues de Lyon, ils sont mis en prison ou dans des centres de rétention. Et vous savez comment que ça se passe. Mais alors que la question est éminemment politique. Il y a effectivement une sorte de panique dans tous ces pays face à ce phénomène. Il y a un phénomène qui n'est pas nouveau, certes, mais où les passages sont plus faciles, où les côtes espagnoles sont à quelques kilomètres de nos côtes. Et d'ailleurs, c'est l'Europe qui va devenir africaine ou c'est l'Afrique qui va devenir européenne parce qu'on est en train de penser à creuser un tunnel entre le Maroc et l'Espagne. C'est dire que les choses vont se rapprocher, si j'ose dire. La question est politique. J'ai un retour, j'ai un écho. Ah, j'espère que la régie va s'en occuper. Or, le problème de notre jeunesse est que ils prennent le risque de mourir d'un seul coup, au lieu de se laisser leur vie se consumer petit à petit feu dans leur propre pays qu'ils voudraient reconstruire d'une autre manière si on leur donnait l'opportunité, la possibilité d'être libres, de vivre chez eux. C'est ça qui fait que, sinon l'attitude ou la position des pays européens, j'en connais un morceau, les oppositions sont étouffées, notamment l'opposition algérienne est étouffée, que ce soit en France ou en Espagne. Moi j'ai été arrêté, j'allais donner une conférence sur la question des droits de l'homme en 1987, dans le cadre de mes activités dans le mouvement pour la démocratie en Algérie. J'ai été arrêté par la police espagnole, qui m'a gardé 24 heures, mais bon, voilà, c'est qu'elle fait... Un échange de bons procédés, coopération entre copains. La police européenne fait le travail des régimes dictatoriaux qui sont les nôtres. Nous avons vécu un certain nombre de choses. En France, beaucoup de militants ont été arrêtés, emprisonnés, etc., à la demande d'Alger. Certains ont été expulsés, et on le sait, certains ont même été envoyés au Burkina Faso, à la demande du pouvoir d'Alger. Il y a même un assassin, Ali Amalou, qui a tué Ali Msili, qui a été exfiltré par le ministre de l'Intérieur français pour échapper à la justice. Je rejoins mon ami Idir quand il dit c'est à l'opposition de se donner une colonne vertébrale, c'est à l'opposition de poser ses intérêts, de dire quels sont ses intérêts. Ses intérêts en tant qu'opposition dans la diversité des idéologies que les uns et les autres défendent. Mais les choses-trappes qui existent entre les oppositions, l'organisation de l'opposition existe depuis qu'existe l'État algérien. Un État, disons, l'idée de l'État algérien, l'opposition existe depuis 1962. Le PRS a été créé en 1962. Ce n'est pas le FFS, le premier parti d'opposition d'Algérie, c'est le PRS. Le PRS a été créé en 1962. Depuis 1962, et les oppositions, et j'ai vécu personnellement, je ne veux pas parler de moi, mais parce que nous parlons de cette question-là, j'ai vécu une partie de ces regroupements, de ces unions des oppositions. Elles ont toutes échoué. Elles ont toutes échoué pour des raisons subalternes, pas pour des raisons ni idéologiques, ni politiques.
Et ce sera l'occasion d'en parler. Alors, Idir Ounourren, assez brièvement, parce que j'ai une autre question pour vous, avec laquelle nous allons faire le dernier tour de micro. Mais sinon, donc sur ce sujet du blackout de la presse française sur cette grosse histoire d'immigration clandestine. La presse française, comme peut-être la presse européenne, elle aurait parlé de notre pays s'il y avait eu du sang et des faits divers. Mais quand il s'agit de problèmes sérieux, de problèmes politiques, de problèmes d'opposition et de pouvoir, généralement, ils font l'impasse de manière naturelle. Mais croyez-moi, leurs mouches nous surveillent tous les uns et les autres. Je voudrais rebondir sur ce que Yahya a dit, M. Makhriouba, concernant les généraux par les généraux, etc. Je pense que dans le cadre de son mouvement, il devrait affiner un peu les choses. Je le dis ça non pas pour offenser, mais on ne peut pas bâtir un discours politique sur simplement les généraux sécuritaires, les généraux dictateurs, les généraux, etc., et la corruption, etc. Tout ça existe, évidemment. Le pays a besoin de toutes ses forces vives, elle a besoin de se construire. Ça, c'est pour répondre brièvement et amicalement. Voilà. Alors, Idir, c'est le dernier tour de micro. Je vous demanderai d'être bref tous les trois, même si vous avez été... Vous demandez souvent qu'à moi-même d'être bref, monsieur. Oui, non, mais c'est surtout à vous parce qu'on vous a frustré aujourd'hui. Vous n'avez pas eu votre temps de parole. C'est pas grave. Alors, Idir... Je me rattraperai. Voilà. Alors, je vais vous montrer quelques images avant de vous redonner la parole. Regardez quelques images de feux de forêt. Alors, il y a plusieurs feux de forêt en Algérie, un peu partout en Algérie, notamment sur le littoral, mais pas seulement, sur les hauts plateaux aussi, dans la région de Sétif et ailleurs. Et tout le monde se pose la question, pourquoi il n'y a pas de Canadair dans ce pays alors que le budget destiné à l'armée est complètement hallucinant, effarant. Ça ne se compte même pas. 12 milliards de dollars au moins par an, acquisition d'avions de chasse, bombardiers, mais pas un seul Canadair, alors que le Canadair est le moyen le plus efficace contre les feux de forêt. Nous allons donc faire un dernier tour et nous finirons sans que je ne reprenne la parole sur le nouveau ton de M. Tebboune. Vous allez l'écouter tout à l'heure, de quelle façon il parle en Conseil des ministres. Donc, dernier tour de micro. Idir Ounourren sur ces feux de forêt, sur cette absence de Canadair. Vous savez, de la région où je suis natif, et tout le monde l'aura compris, c'est la Kabylie, ces feux de forêt arrivent chaque année à la même période. Une chose et son contraire sont dites, que c'est des feux d'origine criminelle, d'autres liés aussi à l'incivisme des citoyens. Tout est dit et tout est ramassé. Le problème n'est pas celui-là. Le problème qu'avec tous les budgets que nous avons eus depuis cette vingtaine d'années, nous aurions pu, dans le cadre des plans Orsec, équiper non pas chaque wilaya avec un Canadair, mais mutualiser au moins 3-4 wilayas et leur donner les moyens nécessaires de lutter contre ces feux de forêt qui non seulement détruisent le patrimoine forestier, mais provoquent des pics de pollution, provoquent des maladies, provoquent des arrêts cardiaques, etc., etc. Bien sûr qu'il s'agit d'une gabegie, c'est au même titre que cette histoire de pandémie où nos services n'ont pas été à la hauteur pour ne serait-ce qu'anticiper sur ce type de crise. Et c'est là où on voit qu'on n'est pas un État stabilisé, qu'il y a des usages, qu'il y a des traditions. Nos stocks de médicaments doivent être des stocks stratégiques. Nous devons avoir dans chaque wilaya des stocks stratégiques. Nous devons élaborer des plans dans tel cas de figure, voilà comment nous devons réagir. Mais hélas, nous n'avons ni procédure, ni perspective, ni prospectiveur qui pense à ce genre de choses. Nous sommes en déliquescence totale. Et voilà, je suis déprimé ce soir. Voilà. Idir, les images qui sont en train de défiler à côté de vous sont ceux de Canadair qui sont à l'œuvre. Et je rappelle que ça ne se passe pas en Algérie où nous n'avons pas de Canadair. Yahya Makhriouba, alors pourquoi nous n'avons pas de Canadair? Pourquoi un pays qui avait l'acquisition d'un arsenal de guerre absolument faramineux n'a-t-il pas estimé utile d'acheter quelques Canadair seulement?
Ben, encore une fois, je reviens au discours. C'est pas un discours qu'on a pour le plaisir d'avoir, c'est une réalité sociale et politique que les Algériens connaissent. Donc, c'est l'État dans l'État, c'est l'État militaire dans l'État algérien. Quand on donne 12 à 13 milliards à une armée de dollars, c'est bien, je ne suis pas contre, mais qu'à côté, l'hôpital civil et la protection civile n'est pas doté des moyens pour affronter des crises sanitaires, pour affronter des feux de forêt qui reviennent chaque année, là, on est bien en droit de se poser la question du rôle du militaire dans la politique, dans la vie civile, et de la responsabilité de certains généraux et de la police politique. Donc, c'est juste pour vous dire que quand on a un discours pareil, c'est pas pour le plaisir de l'avoir, c'est une réalité sociale et politique que les Algériens connaissent très bien. Donc, il faut arrêter de caricaturer. Si on n'a pas de Canadair aujourd'hui, c'est qu'on a donné tous les moyens à une poignée de généraux qui gèrent le budget militaire à bon sien. Il ne faut pas oublier qu'en 2019, Gaïd Salah, les services de Gaïd Salah, le DCSA qui était sous les ordres de Gaïd Salah, a trouvé chez le général-major Boudouawar, qui était le directeur des finances du ministère de la Défense, 800 milliards de centimes chez lui. 800 milliards en liquide chez lui. Donc on ne vient pas nous dire pourquoi vous dites généraux et police politique. Merci. 800 milliards, vous pouvez faire le calcul, combien de Canadair on aurait pu acheter et qui pourrait aujourd'hui survoler la Kabylie ou lié au plateau assétif pour éteindre les feux de forêt. Je rends hommage à la population de cette région, notamment le nord de Sétif et le sud de Djaïeb, Niouertiren, Bouga'a, Ilmaïn, qui sont en train de souffrir aujourd'hui. Inch'Allah, Rabbi yarfa alayhim hada. Et puis, je dirais, Dawla Madaniya Machi Askaria pour l'hôpital, pour les feux de forêt, pour tout ce qui fait que des chirurgiens algériens sont plus tentés par des embarcations de fortune vers l'Espagne que le fait de rester dans les hôpitaux soignés des Algériens. Brahim Younsi, donc le mot de la fin sur cette histoire d'incendie, de manque de moyens, notamment de manque de Canadair, de manque de coordination. C'est quasiment, ils attendent, pour que l'incendie soit combattu, ils attendent qu'il s'éteigne de lui-même, qu'il n'y ait plus de forêt quasiment. C'est traditionnel. Tous les pays méditerranéens sont concernés par ces feux de forêt. Sauf que nos voisins européens ont les moyens de lutter contre ces feux de forêt. En Algérie, s'il n'y a pas de Canadair, parce que l'État n'investit pas dans la sécurité des Algériens. Au contraire, c'est un État qu'on ne dit qu'il est sécuritaire dans un certain nombre de domaines, et notamment le domaine de l'activité ou de l'action politique. Mais ce n'est pas un État qui sécurise les Algériens. Les Algériens ne sont pas en sécurité chez eux, comme nous le voyons aujourd'hui avec les feux de forêt, et comme ils ne se sentent pas en sécurité sur les routes algériennes. Nous avons vu à l'occasion de cette pandémie, que nous n'avons pas même des ambulances dignes de ce nom. Pas seulement des Canadair, des ambulances dignes de ce nom. Et les pompiers algériens, les sapeurs-pompiers algériens, qui sont dévoués, comme sont dévoués ceux qui ont décidé de se mettre au service de la population, au service public, parce qu'ils ont le sens du service public. Les gens qui gouvernent ce pays se savent illégitimes, mais qui n'ont pas la conception du service public. Sinon, nous aurions eu des Canadair. Et bien entendu, et ça, quelqu'un m'a dit tout à l'heure, que nous n'achetons pas des Canadair parce que dans les achats de Canadair, il n'y a pas, parce qu'il y a de la demande, il y a de la demande internationale, parce qu'il n'y a pas de dessous de table. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de dessous de table. Alors que il n'y a pas de commission dans les Canadair, parce que il faut attendre des années. On achète tel ou tel char ou tank, il y a toujours des dessous de table et des commissions. Et voilà, c'est parce qu'il n'y a pas de l'argent
à gagner personnellement, qu'on prive les Algériens d'être en sécurité et notamment face au feu. Merci Ibrahim Younsi, merci Yahya Mkhioba, merci Idirou Nourn, merci à vous chers amis de nous avoir suivis. Slama, mais restez avec nous, vous allez écouter M. Tebboune vous dire comment il a changé. Regardez le style du nouveau président, l'homme fort qui est en train de sortir de sa coquille. Regardez-le. السيد وزير الأشغال العامة والسيد وزير السكن والسيد وزير الري من اليوم رغم أن شيء يصرى في دوار أنتم مسؤولين كذلك يفو فيكسي دي نورم تكنيك واللي يعطي صفقة من غير هاد لي نورم تكنيك راكم عارفين وين يروح.